pour la dernière table ronde, je vais donc appeler Nadia Ejbaï, qui est donc la directrice générale du CHU de Dijon. On a en ligne, normalement, Timothée Sinobert, qui est responsable d'innovation digitale au Biome Paris de chez Novartis. Cédric Duboudin, qui est directeur de l'innovation et de la stratégie à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Bertrand Jean Mougin, qui est coordinateur du réseau Paysage GCS Grand Est et directeur de l'hôpital de Haute-Pierre au CHU de Strasbourg. Nicolas Jurado, qui est directeur des offres médicales innovantes chez BioSerenity. Iman Sfer, qui est directeur médical et innovation à la Mutualité française bourguignonne. Françoise Tenenbaum, qui est conseillère régionale en charge de la santé de la région Bourgogne-Franche-Comté, vice-président de solidarité politique, sociale et santé de Dijon Métropole. Et Denis Valzer, qui est délégué régional FHF Bourgogne-Franche-Comté, conseiller stratégie régionale et appui aux fédérations régionales auprès de la générale FHF. Je vous en prie, prenez place. Normalement, il y a suffisamment de fauteuils. Super. Il me manque quelqu'un. 4, 5, 6, 7, non, 8, c'est bon. Timothée est en ligne. Nadia Ejbaï, quand on est à la tête du CHU de Dijon, comment on fait pour justement promouvoir l'intelligence artificielle et faire en sorte qu'elle pénètre toutes les strates de l'hôpital et qu'elle puisse irriguer justement le CHU Nord-Côte d'Or, Sud Haute-Marne, qui est le mien? Alors la question est large, vous démarrez bien la table ronde. Tout d'abord peut-être partir de ce constat, mais que les tables rondes ont bien sûr bien montré, c'est derrière la terminologie d'IA, en fait, il y a une maturité et des applications de nature extrêmement différentes entre l'intelligence artificielle embarquée dans un certain nombre de nos dispositifs médicaux ou équipements médicaux lourds, ou de l'intelligence artificielle qui vient servir à fluidifier, on va dire, telle ou telle prise en charge. J'y reviendrai, que ce soit sur le projet qu'on porte avec Dijon Métropole, le projet TIGA sur intelligence artificielle et alimentation, ou bien des parcours patients. Donc il faut partir de ce constat-là et se dire que quand on est directrice générale, déjà il faut arriver à apprécier un peu de quoi on parle. Ensuite, une fois le paysage posé, c'est de pouvoir à la fois travailler sur les opportunités, des éléments d'opportunité qui viennent se présenter dans un marché du coup qui est quand même très très mouvant, et ensuite des opportunités également de compétences, parce que la compétence est rare en matière d'intelligence artificielle. Puis c'est arriver aussi à serrer le besoin, à vrai dire, il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive sur ma boîte mail tel ou tel prestataire qui vienne me proposer pour tel ou tel usage de l'intelligence artificielle. Donc il faut un peu quand même arriver à apprécier le marché, et évidemment vous imaginez qu'on ne le fait pas tout seul. Donc si maintenant je refocalise sur la stratégie du CHU, tout d'abord, le CHU de Dijon et ses universitaires ont largement anticipé et saisi le potentiel que l'IA pouvait apporter en termes de soutien en effet pour améliorer ou fluidifier le travail du médecin, le travail d'équipe médicale, et puis là plus récemment sur les enjeux de parcours, et vous parliez du groupement hospitalier territoire, mais je pense qu'on y reviendra dans la table ronde, pouvoir servir l'amélioration des parcours. Donc il y a vraiment des usages bien différents. Et donc en termes d'opportunités, nous avons sur un usage avec le professeur Callier travaillé nous avons recruté en fait le premier praticien spécialiste en IA en France, a été recruté par le CHU. Évidemment, c'est une compétence précieuse parce qu'elle vient permettre d'apprécier le potentiel. Et en l'occurrence, le potentiel est réel puisque des applications pour analyser des karyotypes, donc énormément de données,
est en cours de finalisation, voire est finalisé. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important, travailler sur des compétences. Autre illustration, en imagerie, le CHU de Dijon, il y a 4-5 ans, donc Elisabeth Beau, à qui j'ai succédé, avait déjà, en lien avec les équipes médicales, travaillé les sujets. Et un des premiers scanners avec intelligence artificielle embarquée, et donc avec un traitement des images voilà, amélioré grâce à l'IA, a été installé au CHU de Dijon. Et puis, plus récemment, avec Readapti, qui est les professeurs Nicole, Papaxantis et Ornetti, qui portent le volet scientifique, académique et de recherche du projet, on est allé plus loin sur, en effet, l'IA et l'amélioration des parcours de soins. Et puis, une IA, finalement, comme le disait tout à l'heure le professeur Nicole, un peu transparente pour les usages, mais malgré tout, qui vient clairement transformer les pratiques professionnelles et puis finalement aller chercher les frontières, les nouvelles frontières du soin qu'on n'arrivait pas à investir avec les ressources que nous avions. Je pense au projet TIGA et à l'évaluation de la dénutrition des personnes âgées, un sujet central, tout le monde le connaît, mais comment évaluer la dénutrition des personnes âgées à l'hôpital, c'est extrêmement difficile parce que énormément de composantes. Et là, très clairement, avec Atoll CD, il y a un projet et nos équipes qui permet de venir traiter un sujet de prise en charge immédiate pour l'équipe. Et puis, sur Readaptic, des parcours de soins, donc là, avec une vision beaucoup plus 360. Et donc, au moment où nous en sommes dans notre réflexion, finalement, on a un petit groupe de travail là, avec la présidence de la commission médicale d'établissement, professeur Callier, et la direction des systèmes d'information, pour se dire maintenant, on est probablement mûr pour aller un peu au-delà. Et donc, nous auditionnons un certain nombre de prestataires pour venir identifier, alors sur des sujets amélioration des parcours aux urgences et en imagerie, très clairement, essayer de simplifier, de fluidifier le travail. Et là, on le fait pour le CHU, mais en pensant territoire, toujours, enfin, l'animation que nous avons du CHU intègre la proximité sur tout notre territoire de Côte d'Or et du Sud Haute-Marne. Et donc, des thématiques vont voir le jour, mais sur une stratégie beaucoup plus large, finalement, qui permet de venir, donc là, très clairement éclairer des filières médicales en interne CHU et également sur les territoires. Je vais passer tout de suite la parole à Timothée Sinobert. Timothée, vous nous entendez? Vous m'entendez également? Alors, on vous entend. Ça y est, je crois que la communication est bonne. Allez-y, parlez. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Super. Allez-y. Expliquez-nous un peu justement ce que l'intelligence artificielle peut apporter et quelles sont les interfaces que vous avez entre Novartis et puis le reste de l'écosystème de la health tech. Alors, les cas d'usage sont énormes et on va peut-être pas tous les faire. Peut-être que je peux vous décrire en quelques mots ce qu'est le biome, du coup le département dans lequel j'évolue. En fait, le biome, c'est pas un acronyme farfelu, c'est vraiment dans le sens écosystème écologique du terme. Et donc, c'est des départements qui ont été créés à Novartis il y a maintenant 3 ans et demi pour le premier biome à San Francisco aux États-Unis. Le biome Paris dans lequel j'évolue et qui est rattaché à Novartis France a été créé il y a 3 ans. Et depuis, il y a une douzaine de biomes qui ont été créés partout dans le monde, en Asie, dans le Moyen-Orient, dans le nord de l'Europe. Et il y a une empreinte du coup qui est globale. Donc le premier élément, c'est cet enjeu d'écosystème. Puisque, bien évidemment, l'industrie pharmaceutique n'est pas un industriel de la tech, et on a eu besoin de s'adapter pour comprendre les technologies,
pour comprendre les cycles de vie d'innovation. On le mentionnait, il n'y a pas une journée sur laquelle on est sollicité par un nouvel acteur technologique et qui est lié à des enjeux totalement différents de ceux auxquels on a à faire face par le passé dans l'industrie pharmaceutique, avec le fameux 1 milliard 10 ans. Quand on met un médicament sur le marché, c'est après de très longues années de développement. Alors que quand on va être dans des innovations technologiques, on fait les fameuses preuves de concept dans le domaine hospitalier, en lien avec un certain nombre de partenaires, et on est dans des processus qui sont beaucoup plus itératifs, beaucoup plus agiles, beaucoup moins coûteux aussi et beaucoup moins longs, mais qui nécessitent tout de même une évaluation très pointilleuse des technologies pour s'assurer qu'on travaille avec le bon partenaire, qui répond bien à la bonne problématique, qu'on va être capable aussi d'évaluer convenablement l'innovation qui est mise en œuvre. Et donc le biome a ce rôle en fait d'interface entre l'écosystème technologique et les collaborateurs de Novartis. Et je dis écosystème technologique, c'est en fait au sens très large. On n'est ni un incubateur, ni un accélérateur. On n'accompagne pas des startups nécessairement dans le développement, mais on agit vraiment comme catalyseur, comme traducteur entre les enjeux, certes des startups technologiques, mais aussi avec l'ensemble de l'écosystème qui est impliqué dans le développement, dans la validation, dans le remboursement, dans la mise en œuvre des preuves de concept, dans l'écosystème. Alors, le Biome Paris, en réalité, c'est notre domaine d'activité, pas que à Paris intramuros. On a une empreinte qui est nationale et on a un vrai enjeu de désiloter l'information entre les régions en France, entre les aires thérapeutiques aussi. Le Biome a la chance de travailler sur l'ensemble des aires thérapeutiques de Novartis qui sont très nombreuses. Et donc on a l'occasion de voir comment on peut, et je pense que c'est un des piliers principaux, le désilotage finalement de l'information, des méthodologies collaboratives, des problématiques et des solutions entre les régions, pour nous à notre échelle de Biome, entre les pays, pour savoir comment on peut répondre à une problématique pour les patients, les professionnels de santé et plus largement pour le système de soins, à l'échelle régionale, en respectant les spécificités réglementaires. À l'échelle nationale, bien évidemment, on ne peut pas implémenter une innovation aux États-Unis comme on le ferait en France pour des raisons de RGPD versus IPA, de marquage CE versus marquage FDA. Donc il y a un respect des spécificités nationales, mais aussi régionales. Chacun des CHU en France a ses propres stratégies en termes de développement. Au niveau des ARS, je pense que ce sera aussi peut-être évoqué par la suite dans la table ronde. Chacun est vecteur d'un certain nombre d'innovations. Et donc il y a un enjeu de respecter les spécificités régionales ou nationales, tout en tâchant d'être la fameuse interopérabilité. C'est d'être capable aussi de se dire à quel moment on est capable de se dire dans telle autre région, on a le même problème, on est dans une situation similaire et on est capable aussi d'aller chercher des innovations et pas seulement être dans un mode réactif où finalement les innovateurs viennent à nous, mais aller véritablement vers les innovateurs où on rentre dans une situation en fait où on n'est plus dans une situation d'opportunisme, à se dire il y a telle innovation qui vient à nous, ça a l'air très intéressant, on va mettre en place une preuve de concept, mais se dire vraiment quel est le problème pour nous industriels, quel est le problème pour les patients, quel est le problème pour les professionnels de santé, quel est le problème pour le système en termes d'efficience, et d'aller chercher proactivement des solutions. Et ça, c'est aussi notre rôle, d'aller chercher proactivement X start-up ou grands groupes industriels technologiques qui vont pouvoir aller répondre avec le maximum d'efficacité et d'efficience en proposant des technologies les plus avancées qui peuvent être en France, qui peuvent être dans la région dans laquelle on souhaite répondre à un problème, mais aussi être capable d'aller chercher en dehors de nos frontières, dès lors que l'acteur technologique est capable de travailler en conformité réglementaire, éthique avec nos enjeux. Peut-être un point en termes d'écosystème, le biome s'est entouré d'un certain nombre de partenariats stratégiques avec des acteurs de l'écosystème. Des pôles de compétitivité, la Banque publique d'investissement, la coalition Next, qui sont à la fois des acteurs nationaux et des acteurs régionaux, et qui nous permettent
de mieux identifier, avec le plus d'efficience possible, les meilleurs partenaires avec lesquels on va pouvoir travailler. Et on va le faire main dans la main avec le système. C'est de se dire, de ne pas arriver avec une collaboration industrielle ou technologique et de le livrer tel quel à l'ensemble du système, mais se dire comment on peut collaborer avec les ARS, avec les GCSI santé, avec les pôles de compétitivité, avec les CHU à l'échelle locale, pour fournir la meilleure solution à une situation donnée, mais encore une fois, tout en ayant en tête que derrière, l'enjeu est aussi de ne pas dupliquer l'effort. Et depuis des années, on voit dans les différents pays à Novartis, qui est un grand groupe qui agit à l'échelle mondiale, plein de projets qui se montent dans chacun des pays. Et on voit que l'effort, finalement, est parfois dupliqué. Et en termes d'innovation, parfois, il faut savoir aussi collaborer à l'échelle plurirégionale, voire européenne, pour faire émerger des champions avec lesquels on va pouvoir travailler à l'échelle et non pas uniquement au stade de la preuve de concept local, mais bien de réussir de scaler le projet de recherche dont on mentionnait le fort terreau fertile à Dijon et l'excellence en termes de recherche et développement en intelligence artificielle. C'est aussi de se dire comment on passe de la recherche à des choses qui sont capables d'être industrialisées, d'être validées, d'être certifiées et d'être remboursées à terme pour le système. Et puis, peut-être pour finir, je pense qu'il y a un enjeu qui est très important, c'est comment on s'intègre dans les différentes stratégies nationales. Il y a les candidatures pour les tiers-lieux d'expérimentation qui vont être closes dans 5 jours. Je ne sais pas dans quelle mesure il y aura des acteurs régionaux de Dijon qui vont candidater, mais je pense qu'il y a une importance capitale à s'intégrer dans ces approches nationales qui vont permettre d'homogénéiser très largement les pratiques et probablement d'accélérer très significativement l'adoption d'un certain nombre de technologies dans la pratique clinique courante. Et bien évidemment, après, nous, en termes de développement, peut-être juste un dernier mot, l'intelligence artificielle impacte toutes les étapes du développement des médicaments, au-delà de l'échelle régionale. Aujourd'hui, vous aviez Pascal Plutôt qui intervenait dans les étapes de recherche et développement, dans l'optimisation des essais cliniques, dans l'identification des sites investigateurs pour les essais cliniques. Il y a énormément de... Toutes les étapes du cycle de développement des médicaments, y compris les phases les plus précoces, sont aujourd'hui réellement impactées. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité opérationnelle aujourd'hui dans le cycle de développement des médicaments. Alors, je sais que vous avez malheureusement une contrainte temporelle, donc vous allez nous quitter. J'ai une question à vous poser. Est-ce que les administrations sont facilitatrices dans cet échange et cette construction, ou est-ce qu'on est face à un ensemble de règles et de circulaires, d'arrêtés, de décrets, de tas de choses qui font qu'au bout du compte, ça ralentit un peu la machine? Alors, c'est une excellente question. Il y a une hétérogénéité déjà entre les régions, en toute transparence. Aujourd'hui, il y a des ARS avec lesquels il y a vraiment des interactions et qui avancent sur des projets de collaboration. Et de la même manière, les centres hospitaliers qui mettent en œuvre un grand nombre de projets. On voit la réglementation évoluer de manière très rapide. La France est pas dernier de la classe, très clairement, en termes d'évolution de la réglementation. La HAS travaille de manière très active sur de nouvelles grilles d'évaluation pour les outils à base d'intelligence artificielle. La réglementation sur les logiciels dispositifs médicaux évolue aussi rapidement et je pense que certaines startups qui interviennent aujourd'hui seront plus légitimes que moi pour en parler. Mais aujourd'hui, on fait face à un énorme goulot d'étranglement lié à l'évolution de la réglementation des logiciels dispositifs médicaux. Donc on voit un dialogue, on voit des travaux qui sont faits. Il y a énormément de think tanks, il y a énormément de groupes de réflexion, il y a énormément de travaux pluri-acteurs qui sont mis en œuvre. On voit de plus en plus de plateformes d'aide pour accompagner les entrepreneurs et les développeurs dans leur processus de certification, de développement et de remboursement. C'est encore très précoce. La France regarde de très près le DIGA, qui est le système de remboursement des outils de ces outils en Allemagne, excusez-moi. Donc il y
il y a un vrai intérêt au partage de compétences, au dialogue entre les acteurs. Et ça, je pense que c'est vraiment en train de changer. Et de plus en plus, il y a des dialogues qui sont ouverts, qui sont pluriacteurs, avec l'ensemble de l'écosystème qui est impliqué, cliniciens, chercheurs, industriels, que ce soit technologiques ou pharmaceutiques, et acteurs impliqués dans la certification et le remboursement de ces outils. Il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup. Ça va me permettre d'avoir une transition toute trouvée pour Cédric Duboudin. Alors, est-ce que l'ARS Bourgogne-Franche-Comté est une bonne ARS ou une ARS normative? Voilà, est-ce que les autres partenaires de l'écosystème sont contents de leur ARS, à votre avis? Non, le micro normalement va se mettre. Changer, s'il vous plaît. Ah, il faut changer. Alors, celui-là, on va faire une chose. Donnez-le-moi. C'est pas la peine que... C'est un peu difficile, c'est pas forcément à moi de répondre, et plutôt aux partenaires de répondre, savoir si cette relation avec l'ARS est satisfaisante et en tout cas leur apporte l'appui qui est nécessaire. Pour revenir sur ce qui a été évoqué rapidement, enfin, je pense que nos concitoyens sont très attachés à ce que les relations entre l'industrie pharmaceutique, on va dire, et puis les instances on va dire, institutionnelles soient réglées de manière conforme, cohérente. Donc il n'y a évidemment pas du tout d'opposition de travail sur le fond, mais évidemment ça doit se poser dans un cadre et pas de manière sauvage. Ça c'est un point extrêmement important et on y est particulièrement attaché, ça c'est sûr, à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Mais pour continuer, comment vous les aidez sur le terrain pour faire en sorte de faire la promotion et la diffusion justement de toutes ces techniques qui sont mises à disposition par les entreprises, par BioSerenity, par la propre construction de ce que fait Santé Neuve et tout ça? Alors, on est évidemment à l'ARS sur une promotion tout à fait importante sur les questions d'innovation. Innovation organisationnelle, innovation évidemment sur le champ du numérique et de l'IA, à la fois par des appuis ou des financements, même si il y a une grosse partie, on va dire, qui est dans le champ de la recherche, et comme vous le savez, c'est pas forcément la recherche, l'ARS qui est le principal financeur de la recherche. Pour autant, on appuie des projets, évidemment, en région. Et puis, j'ai envie de dire, surtout, on a une démarche sur les outils qui sont mis à disposition de l'ensemble des acteurs en région, que ce soit sur la télémédecine, sur le e-parcours, sur les trajectoires, etc., de patients, donc avec des outils très transversaux qui sont utilisés à la fois dans le domaine des établissements hospitaliers ou dans le domaine des partenaires de l'ambulatoire. Le souci de la donnée. La question de la qualité de données a été évoquée au sein de la table ronde précédente, l'interopérabilité aussi, avec cette possibilité d'échanger de la donnée. Donc ça, on a un souci vraiment très important sur la qualité, le fait de proposer des outils où il y a effectivement de la donnée qui est accumulée et qui va permettre de travailler sur l'hébergement de sa donnée, avec une logique d'hébergement sécurisé mais régional aussi de ces données, et puis la mise à disposition de ces données qui est à la fois le garant d'une possibilité d'utilisation pour l'IA, mais aussi de la qualité. C'est-à-dire qu'une donnée qui n'est pas utilisée, qui n'est pas regardée, sans même parler d'IA, mais simplement visualiser la donnée, c'est une donnée qui est morte, et c'est une donnée qui est de mauvaise qualité, bien évidemment. Donc ça vraiment, c'est la démarche de fond qui est menée avec les partenaires. On viendra plus tard dans la discussion sur un certain nombre d'autres points, comme les mécanismes qui existent pour soutenir l'innovation et tout ça. Mais je vais passer tout de suite la parole à Nicolas Jurado. Nicolas, l'expansion et la diffusion des outils au niveau de l'écosystème régional, pour BioSerenity, ça se fait comment? Ça se perçoit comment? Ça se construit comment? Et avec quel type d'acteurs? Ça se perçoit déjà par une identification du besoin du territoire. Est-ce que le territoire est doté? Est-ce qu'il est en souffrance? Il y a des besoins non couverts, que ce soit sur
des pathologies spécifiques, des aires médicales spécifiques, populationnelles aussi en termes de manque de ressources comme médecins ou autres professionnels de santé, et voir nous comment avec nos solutions, notamment avec le numérique, comment pouvoir à effectif constant pouvoir aider l'écosystème à je dirais, démultiplier en fait son efficience via le numérique et via l'aide du privé. Donc en fait, moi, comment je le vois, c'est effectivement comment on a construit aussi nos partenariats ici. C'est d'une part un réel besoin, des projets structurants qui avaient des briques qui leur manquaient, comment nous, on peut apporter ces briques en toute intelligence, tout en ne rentrant pas, je dirais, en compétition avec l'écosystème du territoire. En fait, avoir vraiment un affaire, un partenariat qui soit efficient par complémentarité. Alors ça nécessite effectivement de comprendre que chacun comprenne que toutes les parties prenantes comprennent les enjeux et comment on peut travailler ensemble à une solution qui, in fine, va permettre de répondre à la problématique territoriale. Et puis, pour nous, c'est aussi des territoires qui sont très intéressants, en fait, parce que là, on raisonne un peu plus je dirais, en problématique locale ou régionale, mais voir aussi comment ces solutions développées dans le cadre de l'écosystème peut être scalable sur d'autres territoires et avoir une reproductivité. Et ça, c'est intéressant en termes d'industriels par rapport à l'investissement qui peut être mis dans la recherche de solutions pour répondre à la problématique territoriale. Il faut bien avoir tous ces enjeux en tête avant d'arriver avec quelque chose, en tout cas dans un écosystème. On ne peut pas faire sur ces besoins de parcours, sur ces besoins médicaux non couverts, d'arriver avec une solution sans avoir au préalable, je dirais, identifier une problématique, porter une problématique nous soit partagée et qu'on ait réfléchi ensemble à comment répondre à cette problématique, à mon sens. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas à Dijon, et je remercie encore une fois tout l'écosystème universitaire, médical, le CHU, l'Université de Bourgogne, avec qui on a pu monter ce groupement d'intérêt scientifique autour de la réadaptation et de la préservation de l'autonomie. Et en fin de compte, la conformation en cluster que représente Santé Nov, c'est quelque chose qui vous, en tant que start-up, en tant qu'acteur, est absolument indispensable. Mais c'est plus qu'indispensable, parce qu'à l'origine, si il n'y avait pas eu en fait une veille de Santé Nov de la métropole, en fait, sur une veille entre guillemets sur des solutions pouvant exister, capables de répondre aux besoins de l'écosystème, c'est que par ce biais-là qu'aujourd'hui Biosérénité est arrivé réellement en Bourgogne, quoi. Il y avait une problématique autour de réadaptation, pas une problématique, mais un projet phare emblématique sur un enjeu de santé publique, et Dijon Métropole en tout cas est venu nous contacter par rapport à ces compétences que potentiellement les fameuses briques qu'on pouvait apporter dans l'écosystème. On viendra après, à la fin de cette table ronde, avec Françoise sur le rôle du politique, qui est absolument essentiel justement pour créer cette dynamique et faire en sorte que les acteurs se parlent, parce que c'est bien beau d'avoir une accumulation d'acteurs, mais il faut encore qu'il y ait un langage commun qui puisse se créer et se développer. Il n'y a pas seulement ça pour diffuser aussi l'innovation, il faut aussi en diffuser les usages. Et Imad, vous nous avez ce matin montré les applications de robotomie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire en ce qui concerne justement la captation des usages par soit les usagers, soit les professionnels de santé, et comment ça peut se faire au niveau de la région, et plus loin que la région, à partir de Dijon. Alors, effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises. Déjà, il faut partir des besoins. Et donc, je vais essayer de donner des exemples un peu concrets en ce qui me concerne. C'est-à-dire, moi, en tant que gériatre, c'est surtout partir des besoins des patients, des personnes âgées. Et donc, là, je parlerai plutôt de maintien d'autonomie.
Et dans ce cas-là, effectivement, l'idée, c'est de partir des besoins des patients. Si on prend l'exemple des patients atteints d'Alzheimer avec des troubles de la mémoire, donc notre objectif, c'est de les maintenir dans leur environnement, donc que ce soit à domicile ou bien aussi maintien de l'autonomie dans un EHPAD. Et donc, pour moi, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est d'intégrer à partir des capacités du patient et donc essayer de répondre de façon individuelle en les stimulant, parce qu'on est plutôt sur la stimulation, pas forcément de la rééducation qui est l'étape au-dessus, on est plutôt sur la stimulation, ce qui est déjà pas mal, et ce qui permet aux patients de garder un minimum d'autonomie. Donc, une fois on a ciblé les besoins, notamment par exemple les tâches de rappel, c'est-à-dire c'est le moment de se lever, c'est le moment de s'habiller, c'est le moment d'aller aux toilettes, etc. Ça paraît banal, mais enfin, ça paraît simple, mais en fait, ils ont plus la capacité de le faire. Et donc, si avec l'intelligence artificielle, on rentre toutes ces données, on peut s'adapter de façon individuelle donc au rythme de vie du patient. Donc ça, c'est possible, c'est ce qu'on essaye de faire à travers le projet Robotonomie. Et une fois on a avancé dans la technologie, le plus important aussi, c'est de revenir sur le terrain et tester avec les usagers ces technologies, parce que ça a été dit aussi, il y a beaucoup de technologies qui restent dans les placards. Pourquoi ? Parce qu'on essaye d'adapter une technologie sur le terrain sans partir du terrain et puis aller chercher la technologie. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen de diffuser donc l'usage de ces nouvelles technologies en partant du terrain. Et puis il y a un levier aussi important qui sont les soignants, ça a été dit. Et là, il y a beaucoup de travail, puisqu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de freins, beaucoup de peur et de crainte, et je pense qu'il faut leur expliquer avec des exemples de fonctionnalités et de l'intérêt d'utiliser ces technologies. Et il y a aussi à ne pas oublier les aidants à domicile, puisque les soignants ne sont pas là derrière les patients tout le temps. Et pour qu'on puisse utiliser ces nouvelles technologies à domicile, il faut former et sensibiliser les aidants comme les professionnels pour que ces technologies puissent diffuser un peu partout. Alors, on parlait des GHT, on peut parler aussi d'égalité de traitement entre les différents bassins de vie et tout ça. Comment vous arrivez à surmonter cette difficulté ? Il y a des bassins qui sont ruraux, il y a des bassins qui sont au contraire extrêmement citadins. Comment on est, quand on travaille sur l'intelligence artificielle, comment on va s'assurer justement cette égalité de traitement au sein des différents territoires ? Alors, je pense que Madame Ball, elle est mieux placée que moi pour parler de ça, mais je vais essayer, si vous permettez, de répondre, notamment par rapport... moi, du point de vue directeur médical de la Mutualité française bourguignonne, effectivement, il y a une complémentarité entre un CHU et ce qu'on peut appeler les filières d'aval, et donc sur un territoire aussi important, et parfois dès qu'on s'éloigne de Dijon, il y a une désertification médicale importante. Et là, je pense qu'il y a un intérêt majeur des nouvelles technologies pour s'appuyer sur les professionnels, des experts du CHU, et pouvoir amener cette expertise via les technologies qu'on a en notre possession. Effectivement, il y a des téléconsultations, mais il y a aussi d'autres diffusions possibles maintenant pour apporter cette expertise
donc auprès des établissements qui sont en manque de professionnels, mais aussi à domicile. Moi, je crois beaucoup donc à la diffusion à domicile via, par exemple, les soignants qui interviennent à domicile. Et donc, il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que une expertise médicale. Je pense notamment, par exemple, aux paramédicaux, une ergothérapeute qui peut, en visualisant le domicile d'un patient qui est encore à domicile, elle peut émettre des préconisations pour adapter le domicile et aussi accélérer son retour après une hospitalisation. Ça peut raccourcir aussi les délais d'hospitalisation. Bertrand Jean Mougin, est-ce que Paysage a la vocation à s'ouvrir à d'autres structures que les centres de recherche publics en particulier? Alors, effectivement, Paysage, Vincent Viblet l'indiquait hier soir, regroupe les 6 CHU-CHR de l'interrégion Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté pour mettre en commun leur démarche de valorisation de leurs propres données. On peut dire déjà que ce premier stade est déjà un progrès par rapport à la situation initiale où finalement chaque établissement avait une approche peut-être un peu restrictive de son accès à ces données. J'entendais dire également hier que le fait d'accumuler des données n'avait en soi pas de valeur, mais que finalement l'important c'était de pouvoir valoriser de la donnée. Et pour valoriser de la donnée, encore faut-il qu'elle soit valorisable. Et je crois qu'un des grands enjeux est précisément de pouvoir rendre cette donnée valorisable en la structurant, en étant en capacité de l'opérer avec des algorithmes, voire même de rendre une donnée qui peut être un peu inerte. On a quelques exemples, en particulier en Alsace, de projets consistant, à travers des outils de reconnaissance de caractère, à numériser de la donnée de dossier papier et de pouvoir justement en faire une donnée valorisable. Alors effectivement, l'enjeu du réseau Paysage, c'est bien évidemment de susciter cette démarche au niveau des équipes de recherche, des établissements du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté, d'offrir quelque part, de proposer une offre de service globale aux équipes de recherche, mais l'enjeu aussi, c'est de pouvoir mixer cette donnée médicale avec d'autres sources de données. Et je crois qu'un des enjeux aussi de l'IA, c'est précisément de pouvoir croiser la donnée médicale avec de la donnée épidémiologique, de la donnée environnementale, de la donnée académique. Et évidemment, nous ne sommes pas, nous, établissements de santé, détenteurs de ces données. Et on a évidemment toute légitimité et tout intérêt à pouvoir se coordonner avec d'autres types d'acteurs sur les territoires. Lors du forum, nous avons vu la richesse de l'écosystème à Dijon. Dans les autres métropoles de notre territoire, cet écosystème est tout aussi riche, à Reims, à Nancy, à Strasbourg. Et bien évidemment, il y a un enjeu important que l'on puisse entrer en dialogue avec d'autres structures, à la fois académiques, mais à la fois également industrielles, pour que nous nous inscrivions finalement dans une démarche collective de valorisation et de création de richesse. Alors, Cyril, désolé de t'avoir appelé tout à l'heure Denis Valzer, c'est avec Denis qu'on avait préparé. Oui, c'est pas grave. Tu n'en veux pas, j'espère. Non, j'aime beaucoup Denis, il n'y a pas de problème. Justement, on parle du lien et de la responsabilité populationnelle. Comment vous, à la Mutualité, comment vous voyez votre contribution à la diffusion de ces innovations et à leur mise en place dans les territoires? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Et moi, je reviens de Paris. Vous savez que la Fédération hospitalière de France organise chaque année un événement à Paris, Santexpo.
C'était cette semaine et on a eu beaucoup de visiteurs, plus de 25 000, et on retrouve le visitorat d'avant-crise, donc ce qui montre bien aussi la dynamique de notre secteur dans la santé et dans la santé, dans l'innovation et aussi dans le numérique. Et quand on voit ce qui se passe ici, quand je vois la qualité des tables rondes et les retours que j'ai eu aussi des collègues qui sont intervenus hier, j'ai envie de dire bravo aux organisateurs et on est très fiers d'être bourguignons franc-comtois, on va dire. Mais il est vrai que quand on travaille pour une fédération au niveau national, quand on est à Paris, on est un grand pays centralisé, hein, c'est pas le cas de tous les pays, loin s'en faut, mais avec beaucoup d'avantages. Mais un petit inconvénient qui est qu'on pourrait assez vite basculer dans l'entre-soi et se renfermer en gros sur une vision très franco-française. Donc c'est très important, et non seulement d'avoir une vision de ce qui se passe sur les territoires, et c'est le cas ici, mais aussi de s'ouvrir sur le monde. Et c'est pour cela que nous avons développé une vision d'un système de santé qui s'inspire fortement de modèles de santé à l'étranger, hein, en Europe, notamment au Pays Basque espagnol, en Vénétie, en Italie, au Danemark. Mais tous ceux-ci sont principalement inspirés de l'Obamacare aux États-Unis. L'Obamacare, pour nous, Français, c'est principalement une mesure sociétale, sociale, c'est-à-dire ramener 3 millions d'Américains à l'assurance santé. Mais l'Obamacare, c'est pas que ça. L'Obamacare, c'est aussi une transformation de l'organisation de l'offre de soins, et notamment du soin primaire, et avec la constitution de ce qu'on appelle les ACO, là-bas, qui pourraient aujourd'hui se rapprocher très proche de nos CPTS. Et c'est aussi, et ça on le sait beaucoup moins, en même temps qu'une loi sociale, une loi économique qui a créé tout un nouveau système économique aux États-Unis qui repose notamment sur la donnée. Et d'ailleurs, ça montre bien, ça explique en partie la difficulté pour Trump d'avoir, qui aurait voulu détricoter l'Obamacare. Il n'y est pas parvenu parce que, y compris des républicains s'y sont posés en disant mais non, c'est un pan important de l'économie américaine aujourd'hui. L'économie autour du numérique en santé est principalement, et notamment de la data, de la qualité de la data et de l'intelligence artificielle. Je vais donner juste quelques chiffres. Cerner, qui est un des logiciels historiques américains qui équipe les hôpitaux et les plateformes territoriales, a complètement revu son modèle autour de la donnée, et ça a été dit plusieurs fois durant les tables rondes, mais c'est aujourd'hui le logiciel ne se contente plus d'être des réceptacles d'informations que les professionnels de santé entreraient, mais c'est l'exploitation même de ces informations pour aider les praticiens, pour aider les professionnels et même pour aider les patients et les citoyens eux-mêmes à mieux vivre leur pathologie, notamment quand elles sont chroniques ou notamment quand on est dans le cadre du vieillissement. Et donc ces transformations, elles sont très fortes, puisque on voit aussi que les GAFAM veulent aller sur ce secteur, elles ont d'énormes difficultés. Apple a voulu acheter un logiciel qui s'appelle Epic pour plusieurs milliards de dollars. Epic a refusé cette offre. Ça montre bien que la valeur aujourd'hui, elle réside dans la relation entre le patient et son professionnel, puisque c'est là où se noue le lien, c'est là où se crée l'information, et c'est là où elle est de qualité, et c'est là où on en a besoin aussi. Donc si Epic a refusé cette offre, Cerner n'a pas refusé l'offre d'Oracle pour 28 milliards de dollars, le rachat d'un logiciel de système d'information de santé pour 28 milliards de dollars, pour que l'on ait qu'on puisse aller avoir un élément de comparaison en Europe. Le plus gros rachat, c'est 800 millions d'euros. Voilà, donc ce qui veut bien dire que les Américains sont vraiment partis dans ce système, qui a un vrai système, non seulement de transformation du système de santé, un vrai système social, puisque amener 3 millions d'Américains qui n'avaient pas l'assurance santé, c'est un véritable enjeu. Ils ont trouvé des situations dramatiques de gens qui avaient besoin de soins en réalité extrêmement urgents. Et donc, ça a aussi inspiré une autre réforme qui est celle de la prévention personnalisée. Et donc, c'est tout ça que nous, aujourd'hui, à la Fédération, on porte. Et on croit fortement, non seulement à la donnée, à l'intelligence artificielle, à toutes ces nouvelles technologies qui peuvent permettre d'identifier les personnes qui ont le plus besoin d'aller ce qu'on appelle stratifier en fait les populations pour apporter le bon niveau de réponse de façon préventive
pour éviter que les personnes ne se dégradent. Mais ça nécessite aussi, et ça on le voit dans les exemples que j'ai cités tout à l'heure, si ça nécessite d'investir fortement dans des technologies et dans des data scientists par exemple, d'un côté, on doit aussi investir de l'autre dans des travailleurs sociaux. Parce qu'en réalité, aller vers des populations qui nécessitent d'arriver aux soins, aujourd'hui on sait aussi qu'en France on a des gens qui sont éloignés du soin, soit parce qu'elles habitent dans des zones défavorisées, soit parce qu'elles sont elles-mêmes défavorisées et qu'elles n'osent pas aller aux soins, c'est très compliqué. Et donc il y a aussi recrutement de travailleurs sociaux, et voilà ce qu'on porte, et c'est vraiment le lien entre technologie et organisation qui est pour nous le sujet aujourd'hui majeur de la transformation du système de santé. Ça fait un gros challenge, mais ça va faire beaucoup de financement. Et est-ce que la France a la taille critique pour pouvoir obtenir ces financements ou les mettre à disposition? Oui, je crois que les financements c'est toujours une question. Mais ce que l'on constate, notamment, encore une fois, si on regarde un petit peu ce qui s'est fait, aux États-Unis, lorsqu'ils ont mis en place les ACO, je vous invite à regarder, la Caisse nationale d'assurance maladie française a fait un excellent document qui analyse justement cette réforme des soins primaires aux États-Unis, qui est paru il y a 2 ou 3 semaines, qui est vraiment très intéressant. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, on a eu, lors de la mise en place des ACO et de ces personnes qui sont arrivées dans l'assurance santé, une explosion des dépenses d'assurance santé, alors souvent privées aux États-Unis, mais ensuite une baisse des dépenses, et dans certains cas, dans certains territoires, je suis désolé de parler comme ça, les termes ne sont pas forcément les bons, mais puisqu'on parle finance, on va utiliser les termes qui parlent aux financiers, un retour sur investissement de l'ordre de 18 à 24 mois, donc c'est extrêmement court en réalité. C'est-à-dire que quand on regarde les approches dites populationnelles, on appelle ça responsabilité populationnelle en France, mais le modèle au niveau international s'appelle le PHM, Population Health Management. Ce qu'on constate, c'est que lorsque on cherche à remplir un triple objectif, le meilleur soin au meilleur coût, et on emporte avec ça une meilleure qualité de vie des professionnels de santé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on stratifie les populations à prendre en charge et qu'on évite qu'elles se dégradent, finalement, on rend nos populations en meilleure santé. Et rendre nos populations en meilleure santé, automatiquement, ça fait des dépenses de santé qui sont moindres. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, on passe d'un modèle où, en gros, qu'on a nous hérité et dont on est très fier. Je ne parle pas du modèle assurantiel, dont on est toujours très fier et qu'on ne compare pas du tout à celui des Américains. On parle du modèle de l'offre de soins. On a hérité de notre modèle de santé après le Conseil national de la résistance en 1945, où on a mis des hôpitaux partout, des médecins partout, et puis en fait, quand la population en avait besoin, on appelait le médecin, et puis on trouvait une réponse. Mais on se souvient tous de la réponse qu'on trouvait il y a 20 ans. Et on sait la réponse qu'on trouve aujourd'hui. Vous avez l'actualité de la semaine, c'est les urgences de Bordeaux, par exemple. Donc ce qui veut dire qu'on a forcément besoin d'apporter une réponse, et cette réponse, elle doit plutôt être proactive. C'est-à-dire comment on est capable d'identifier, et là les données, et là l'intelligence artificielle, elle a une vraie plus-value, vraiment une vraie plus-value, pour pouvoir aller chercher quel est l'état de nos populations. D'ailleurs, à la FHF, on a développé un certain nombre d'algorithmes qui reposent sur les données dont nous disposons à l'hôpital. Bertrand en a parlé tout à l'heure en disant que c'est sans doute très insuffisant, parce que sans doute il y a d'autres données qu'on pourrait aller chercher, mais on a déjà développé des algorithmes qui permettent de travailler les données dites PMSI, c'est celles dont on dispose à l'hôpital, et qui nous permettent déjà de stratifier les populations, et l'idée c'est d'inclure ces populations dans des programmes de soins dans lesquels je vais donner un exemple tout bête, sur le diabète de type 2 par exemple, eh bien on sait, et ça c'est tangible, c'est prouvé, c'est plus discutable, c'est-à-dire que le consensus est fait. On sait que le consensus médical il est parfois assez long à construire, on l'a compris avec la chloroquine, etc. Je ne reviens pas dessus, mais là-dessus le consensus est fait. Et on sait que si on stratifie les populations et qu'on les intègre très vite
dans des bons programmes de soins qui sont appropriés à leur niveau de sévérité de leur pathologie, on sait qu'on évite qu'elles se dégradent. Et on sait que finalement, on améliore aussi la vie de nos professionnels de santé parce qu'ils évitent de récupérer des patients très dégradés au service des urgences à qui il faut couper un doigt de pied. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à faire. Donc on préfère plutôt être au devant et s'assurer que notre patient, il a bien ses 2 rendez-vous chez le podologue par an, etc., etc. Et donc tout ça, c'est bon pour l'état de santé de la population, c'est bon aussi pour les dépenses d'assurance maladie. Donc c'est quelque part, pour répondre à ta question, c'est un choix finalement au départ de dire comment on veut faire cette dépense et si on veut vraiment miser sur une médicalisation du système de santé, une médicalisation de la dépense et donc une anticipation et une organisation plus proactive. Ça valide complètement l'axe politique qui est pris sur la prévention. Absolument. Et la promotion de la prévention qui est quand même passée d'un système du care à d'un système du cure à un système du care, et faire en sorte qu'on ait une approche qui soit une approche un peu plus large que celle simplement qui se réduit à l'acte de soin. Cédric, je reviens vers vous. Sur une question, quels sont les outils que vous avez à la main au niveau de l'ARS pour justement faire en sorte que les choses soient facilitées? Vous avez déjà fait beaucoup avec le fait d'être partenaire de ce congrès, donc vous êtes vraiment très très impliqué, et quand on en discute avec les acteurs régionaux, ils reconnaissent tout à fait votre rôle. Je vous taquinais un peu tout à l'heure parce que la question était facile. Mais il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place, qui sont par exemple les articles 51. Est-ce que ça s'adapte véritablement à l'innovation, ou est-ce que ça risque d'arriver un peu trop tard par rapport au moment où l'innovation se crée et sur lequel il faut aller vite? Je pense que les articles 51 sont effectivement un outil tout à fait intéressant qui, alors, on va dire, au départ, c'est une démarche, une logique d'organisation, enfin d'innovation sur les organisations, sur des logiques de délégation de tâches, sur des logiques de parcours de patients intégrés. Et donc, ça rejoint ce qui a été évoqué en particulier par Cyril aussi, sur des logiques de prévention, de prise en amont. Là où l'article 51 est extrêmement intéressant aussi, c'est que ça venait du terrain, c'est-à-dire qu'il y avait bien cette idée de dire que ce sont des acteurs du terrain qui ont proposé des modèles expérimentaux et puis qui ont été formalisés, structurés. Alors certes avec une validation en particulier au niveau national, et une validation à la fois du côté ministère et du côté assurance maladie pour avoir cette double on va dire composante organisationnelle et financière. Mais voilà, le fait que ça part du terrain est à mon avis un élément extrêmement important, et il y a plus d'une centaine d'articles 51 qui ont été menés en France. Il y en a de nombreux en région. On a un peu moins de 10, 7 ou 8 articles 51 qui ont émané du territoire régional que nous avons porté. Quelques-uns qui n'ont pas été validés, mais globalement, c'est une dizaine qui ont été portés au niveau national. Et puis, on a pu aussi inscrire la région avec des acteurs de la région dans des articles 51 qui ont été, on va dire, proposés par d'autres régions ou par le niveau national. Alors, peut-être 2 points, effectivement, un peu de vigilance. Une démarche un petit peu compliquée, évidemment, pour rentrer dans ça. Alors, on peut le comprendre au sens où, voilà, ça pouvait pas être... Enfin, il fallait en tout cas valider un certain nombre d'étapes et avoir des éléments structurés avec un modèle d'évaluation extrêmement scientifique qui permettent à la fin de dire, OK, c'est un modèle qui est valide à la fois sur le soin apporté et sur la qualité du soin, et donc, sur le patient, et aussi un modèle qui est validé évidemment d'un point de vue financier. Donc effectivement, il y a une certaine lourdeur, mais pour autant, on a vraiment fait tout ce qu'on a pu pour appuyer toutes les demandes d'expérimentation qui ont émané du territoire. Un deuxième aspect, qui était que le national a mis de côté effectivement, ce qui est une vraie question pour des raisons de complexité, etc., les aspects numériques.
Alors que si on parle d'un nouveau modèle organisationnel, de processus, de parcours patient, etc., on voit bien que sans outils numériques, ça peut être compliqué. On a très clairement fait le choix en région d'outiller ces expérimentations dès le début et de les inscrire dans notre programme régional. D'ailleurs, le projet qui était un des projets portés par la FHF au niveau de Vesoul a été aidé et appuyé par une démarche des financements régionaux et des outils régionaux. La mise en place de la délégation à la santé numérique, ça n'a pas été suivi d'une efficacité sur le terrain. Il n'y a pas eu quelque chose qui... Parce que quand on écoute David Senati hier, par exemple, on a une vraie volonté d'accélération. Il n'y a pas de coordination entre les deux structures de l'État. Si. Après, c'est une question de phasage. C'est-à-dire que ce que vous évoquez, en particulier le Ségur numérique, c'est clairement une révolution. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On sait qu'en France, ça a été évoqué, on est sur un sous-investissement sur les questions numériques en santé qui est très ancien et qui est très important. Ce qui fait qu'au bout de plusieurs dizaines d'années, les écarts se sont évidemment creusés et concernent tous les champs, que ce soit le champ hospitalier, le champ ambulatoire, médico-social. Donc c'est la première fois qu'il y a un projet avec une ambition et voilà, un financement qui est très important, et surtout une logique qui consiste à dire on ne peut plus se satisfaire d'outils artisanaux. Il faut qu'on change de logique et il faut qu'on ait un minimum, on va dire, de rigueur dans ces outils, un minimum d'interopérabilité, et on veut que des outils qui vont répondre à un certain nombre de cahiers des charges sur la sécurité, sur l'interopérabilité. Alors, pour alimenter évidemment le DMP, avec cette logique d'alimentation, donc de concentration des informations et pour redonner ces informations aux différents acteurs, donc contribuer évidemment à la coordination entre les acteurs, mais aussi évidemment au développement d'outils d'intelligence artificielle. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un champ et une démarche, ça va prendre évidemment un certain temps, mais on est dans quelque chose qui est une ambition là qui est incontestable. Alors, ça souligne encore une fois la volonté du politique. On a vu qu'il y avait un projet qui était un projet extrêmement structurant, qui a été annoncé par le président de la République le 18 septembre 2018, qui s'appelait Ma Santé 2022. Françoise, comment on fait Ma Santé 2022 et comment on fait tous les efforts que font la région? Et d'abord, comment vient l'idée à un responsable politique de dire je vais investir aussi fortement dans un secteur comme celui de la santé et on va créer une réussite comme une journée comme celle-ci. La jeunesse de tout ça, ça vient comment? Alors la région, aussi bien que la métropole, s'investissent dans la santé. Et en ce qui concerne effectivement la métropole, on voit bien l'intérêt du président de la métropole. Et je voudrais remercier le professeur Marc Ménadier, Daniel Juban et Fouad Bounidiat pour Santénov d'avoir été à l'initiative de cette journée. On voit bien là qu'on a mis en commun des écosystèmes différents. On a l'écosystème des soignants, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis le monde de l'entreprise. Et c'est exactement ce que font les collectivités territoriales. En fait, les collectivités territoriales, métropoles, régions, sont là pour rendre les choses faisables, aider, pousser pour que ça se fasse, pousser pour donner des financements, peut-être aussi pousser au niveau national pour que soient prises des décisions réglementaires, législatives, qui permettent qu'on arrive à mettre sur place des dispositifs qui vont, en ce qui nous concerne aujourd'hui, améliorer l'état de santé de nos concitoyens. La région va travailler dans différents domaines pour cet état de santé.
On dit habituellement que la région n'a pas de compétences en la santé. Certes, pas au sens de l'assurance maladie, pas au sens des soignants, mais sur l'aménagement des territoires, elle va d'abord mettre de la fibre partout. On voit que c'est indispensable pour l'intelligence artificielle. Elle subventionne donc les départements pour que cette fibre arrive partout. Elle va financer avec l'ARS, avec qui on a une convention cadre, que l'on reçoit régulièrement. Le directeur général de l'ARS vient rencontrer les élus de la région plusieurs fois par an. Nous allons cofinancer des maisons de santé pluriprofessionnelles, des réseaux, voire même des hôpitaux. Cette année, on a pu, avec grand plaisir, participer aux investissements grâce aux fonds régionaux. Mais on a pu aussi aider, avec notre compétence enseignement supérieur et recherche, à l'installation d'un IRM d'INAC au centre Georges-François Leclerc, par exemple, et d'autres, aider au Cancéropole Est, qui regroupe l'ensemble des grandes régions de l'Est de la France. Et donc, nous avançons comme cela, en réunissant des écosystèmes différents et en poussant pour que les choses se fassent. Mais prendre le pari de l'intelligence artificielle, ce n'était pas au départ une décision, toutes les régions l'ont pas fait. Non. Et toutes les métropoles l'ont pas fait. Comment c'est venu cette idée? Bien, nous partageons avec l'ARS, nous copilotons le plan e-santé pour la région. Et donc, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ça fait longtemps, notamment avec Cyril, qu'on travaillait sur un dossier patient commun à tous les hôpitaux. Alors, je disais tout à l'heure à monsieur le doyen que je ne comprenais pas que tous les hôpitaux n'aient pas le même système. Ben, les hôpitaux ont vécu différemment au fur et à mesure des années et se sont dotés de logiciels différents. Donc maintenant, il faut remettre les choses en place pour qu'on puisse non seulement transférer les dossiers patients entre hôpitaux ou entre établissements médico-sociaux, mais aussi avec le secteur de ville, parce que dans un projet comme DIVA, eh bien, l'université, la faculté de médecine a formé les médecins généralistes sur les territoires pour qu'ils puissent prendre en charge rapidement le malade sur le territoire en relation avec le CHU. Et ça, c'est formidable. Donc, nous accompagnons ce déploiement. Alors, cet accompagnement de déploiement, Bertrand, par exemple, sur paysage, vous avez des contacts qui sont des contacts réguliers, fréquents, souples, fluides, avec les métropoles et les régions? Alors effectivement, les contacts sont tout à fait nécessaires et on a été, j'avoue, un peu surpris au démarrage de trouver une excellente écoute auprès des partenaires pouvoirs publics locaux. Alors les métropoles, bien évidemment, mais également les deux conseils régionaux, que ce soit Bourgogne-Franche-Comté et également Grand Est. Et on a pu mesurer déjà la grande acuité du sujet dans la stratégie régionale, dans les deux régions, mais également une volonté des exécutifs régionaux d'insérer pleinement le sujet e-santé dans leur propre stratégie, à l'égal d'autres segments industriels, agronomie, etc. Et effectivement, l'appui des pouvoirs publics est tout à fait déterminant pour pouvoir envisager un essor dans le domaine de la e-santé. Oui. Françoise, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Nadia, j'avais une question. Oui, ce que je peux dire, c'est qu'on essaye aussi, on est en train de travailler avec l'ARS à mettre en place, avec le CHU, des chefs de clinique assistants territoriaux. Ça aussi, c'est le travail de la région, avec les soignants, avec l'ARS, pour pouvoir irradier dans tous les territoires et faire que cet accès aux soins soit vraiment réel pour tous nos concitoyens. Alors, Nadia, il y a le périmètre du CHU, le périmètre du GHT, et puis derrière, il y a le reste du système de santé. L'hôpital, ça fait un peu plus de la moitié des dépenses de santé annuelles, quand on ne rajoute pas les 19 millions du Ségur.
Mais en tout cas, il y a le reste de l'écosystème qui est justement la ville, qui sont les spécialistes, qui sont les professions de santé. Comment on va irradier à partir justement des hôpitaux, comment on va irradier ces outils d'intelligence artificielle, comment vous voyez la diffusion au niveau de ce monde d'à côté que les acteurs souhaitent d'ailleurs être le plus fusionnel possible pour résoudre en particulier les crises sanitaires et la crise qu'on peut traverser en ce moment. C'est assez compliqué comme question parce que déjà, l'IA, c'est tout de même malgré tout émergent, y compris déjà au niveau des territoires. Donc c'est tout le sens de ce travail copiloté avec la direction et médecins, avec les filières de soins, en travaillant sur de l'opportunité de projet. On a beaucoup parlé de Réadaptique, mais un autre sujet sur lequel on bénéficie d'un accompagnement régional, Françoise, c'est le suivi, un des fruits de DIVA, le suivi des patients atteints d'infarctus du myocarde ou d'AVC, et de pouvoir faire un suivi à domicile avec un retour qui mobilise des outils de l'IA. Donc là, on voit qu'on n'est plus sur complètement de la filière de soins, c'est-à-dire de la relation hôpital à hôpital, mais bien, et Réadaptique d'ailleurs c'est son ambition aussi, mais bien hôpital et professionnel et patients à domicile, résidents, patients à domicile, et professionnels libéraux, comme Diva l'a montré, avec les médecins, les CPTS et les infirmières libérales. Mais pour autant, il faut être, je pense, assez pragmatique en se disant qu'on est au début de cette démarche et que l'IA, vraiment, on y va par bribes. Je rajoute simplement dans le rôle peut-être du CHU, on essaie d'être aussi une tour de contrôle, une veille sur les innovations. Ça ne veut pas dire que toutes les innovations viennent du CHU. Je crois qu'il faut vraiment pas, faut être très très ouvert, mais il y a tout de même une capacité, une vivacité et puis cette mission de veille sur l'innovation, et donc pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. Je pense par exemple avec des éléments matures, et c'est le cas aujourd'hui sur certaines applications, sur certains UH d'IA, sur le traitement des workflows par exemple en imagerie, qui pourraient rendre service au territoire et sur lequel je pense qu'on a à pouvoir finalement diffuser des pratiques et accompagner des équipes. On le sait tous dans la salle, mais une technique tout seul, sans accompagnement des professionnels, sans accompagnement des patients, c'est de l'argent mis en l'air. Clairement, il faut vraiment avoir un travail résolument d'accompagnement, déjà pour éviter certaines craintes, mais aussi tout simplement pour en avoir un bon usage. Ça me vient aussi peut-être un point qu'on a peut-être, qu'il faut aussi, sur lequel il faut qu'on soit sensible, c'est qu'on parle de données de santé. Il y a une sensibilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la transparence des liens entre les établissements publics que nous sommes, et nous mobilisons des fonds publics, et l'entreprise. Et c'est vrai qu'on a des liens qui sont très fluides, mais avec une transparence importante. Et une transparence et une sécurité. Et on voit bien que les usages et la mobilisation des données de santé, on rentre dans un périmètre qui est quand même extrêmement complexe, sur lequel, alors on peut toujours considérer que ce sont des freins, que c'est compliqué, etc. Mais au final, quand il y a des fuites de données de santé, le citoyen, il se fiche qu'avant, on était peut-être un peu trop contraignant parce qu'il ne comprend pas pourquoi on n'a pas sécurisé ces données. Je le dis parce que c'est important aussi dans la diffusion de nos applications et nos outils, c'est-à-dire que on a aussi ça à prendre en compte, et on peut considérer à certains moments sur l'usage des données de santé que ça peut prendre du temps, mais ça fait aussi partie d'éléments qui sont des garde-fous pour un bon usage et un usage maîtrisé. Ça, je crois que si on veut, et aux États-Unis, il
n'y a pas tout à fait la même culture, même si aujourd'hui, quand même, ce que j'observe, c'est que la réglementation américaine se durcit un peu sur l'usage des données de santé. En tout cas, il faut avoir cette vigilance. Alors, j'en viens à votre question, pardon de la digression, mais les choses sont bien sûr liées. C'est que déjà, le travail que nous conduisons depuis quelques années, c'est justement essayer d'éviter d'être silotés, professionnels de santé, libéraux, professionnels et institutionnels. Alors les CPTS, de ce point de vue-là, les communautés professionnelles territoires de santé, nous aident à identifier des interlocuteurs, parce qu'il y a énormément, l'écosystème est très large, et pouvoir identifier des interlocuteurs avec lesquels, en effet, on peut créer des liens et de la diffusion sur des filières de santé, sur des enjeux de santé différents, et en lien évidemment avec la prise en charge de nos patients. De là à dire aujourd'hui que nous sommes en situation de pouvoir diffuser de la bonne pratique ou de la pratique d'IA, franchement, moi, en tout cas, je assez modeste là-dessus, je crois que non. Je pense que via les expériences d'IVA, via l'expérience que j'évoquais sur en effet le suivi à domicile, puis tout le télésuivi, oui, il y a des éléments via l'usage qui vont nous permettre, mais on va être sur ce que Christophe Nicole disait, c'est-à-dire c'est l'IA embarquée en fait, qui va permettre d'accélérer le traitement d'une alerte, parce qu'aujourd'hui, ou de prédire des risques de survenue dans certaines circonstances, et donc d'améliorer le suivi à domicile d'un certain nombre de personnes. Voilà, tout le sujet de ce qui va permettre de rapprocher finalement le professionnel de santé avec le citoyen qui lui-même peut être un peu loin et pas proche d'un direct d'un accès aux soins. Ça, ce sont vraiment des usages sur lesquels je crois que l'IA peut nous aider. Et puis moi, je crois vraiment beaucoup au DMP. Je pense qu'il était temps, en effet, qu'on ait un traitement sur... Si je peux vous arrêter, vous parlez du DMP ou de Mon Espace Santé? Mon Espace Santé. D'accord, parce que le DMP, c'est qu'une brique du... C'est une brique, mais enfin c'est important, enfin, l'hospitalière que je suis a en oui, effet le DMP, mais bien sûr c'est mon espace... Actuel, voilà, c'est mon espace santé. À vrai dire, c'est vrai que peut-être que j'ai fait j'aurais plaidé pour un usage plus large, parce que je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure, il est grand temps qu'on puisse investir largement dans la prévention, et il faut aussi qu'on puisse vraiment travailler sur la pertinence, et la pertinence, elle passera par de la circulation accélérée d'informations entre professionnels, quel que soit finalement le lieu où il exerce, en libéral ou à l'hôpital. Mais au fond, le patient, lui, il se fiche éperdument de savoir où on exerce. Par contre, ce qui importe, c'est qu'il y ait de la fluidité d'information. Et donc, via Mon Espace Santé, je pense que là, il y a aussi matière à pouvoir, alors en lien ou pas avec le HDA, j'en sais rien, mais en tout cas, à pouvoir embarquer des outils d'IA qui vont nous permettre d'améliorer là aussi les cibles de prévention. Parce que vous savez qu'on a des indicateurs en France sur l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans qui sont quand même pas les meilleurs de l'OCDE. Et donc, si on veut vraiment déjà équilibrer, enfin voilà, de façon générale répondre à ces enjeux-là, je crois que Mon Espace Santé est un bon levier de meilleure communication et de meilleur usage, en tout cas d'usage d'informations utiles pour les stratégies de prévention. En tout cas, c'était une stratégie gagnante, parce qu'à l'heure actuelle, ça se développe très très vite, alors que le DMP a été lancé en 2007 quand même. Je ne crois pas qu'on ait dépassé le million de dossiers. Si, il a été lancé... le DMP, ça date de 2007. Oui, ça date de 2007. Et Mon Espace Santé, je pense à l'heure actuelle, a plus de personnes qui sont inscrites et référencé à l'intérieur que... Il faut dire que Mon Espace Santé, c'est si vous n'êtes pas d'accord, enfin, c'est automatique. Oui, mais c'est très bien. Mais l'avantage au moins, c'est que la politique a été volontariste, et la délégation à la santé numérique là-dessus a fait un travail qui était totalement hors norme et tout à fait remarquable, qu'on soulignait hier d'ailleurs avec David Senati, et que justement ça commence à payer, et qu'à l'intérieur de Mon Espace Santé, on aura justement tout un catalogue
d'intelligence artificielle, d'applications, de services, d'informations. Peut-être qu'on pourra rêver d'avoir un cahier, un carnet de vaccination qui soit tenu à jour, ce qui est, en cas de crise, est important. Enfin, on a beaucoup de choses dont on peut attendre. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est vraiment une très belle innovation à mettre au compte de l'élévation de la santé numérique. Vous vouliez intervenir, Cédric ? Oui, c'est clair qu'il y a une révolution avec mon espace santé, puisque c'est un outil à destination en premier lieu du patient. Et c'est l'outil de l'empowerment du patient. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, ce n'est pas simplement des données de santé sous forme de documents, c'est l'ouverture vers des applications, demain de l'intelligence artificielle, des outils de suivi et ainsi de suite. Pour autant, on voit aussi que l'ensemble de la population est arrivé à une certaine maturité par rapport à ça. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire la même chose non plus il y a 20 ans. Mais il faut bien rappeler qu'une des briques majeures, c'est bien le DMP, alors qu'on appelle DM aujourd'hui, qui alimente cet espace santé. Et toute l'importance, c'est bien que ce DM soit alimenté par l'ensemble des documents issus de l'ensemble des professionnels. Et sans cette alimentation, mon espace santé sera comme une coquille vide. Donc ça, c'est un élément extrêmement important de rappeler, c'est cette alimentation du DM qui, lui, alimente mon espace santé. Donc c'est vraiment cet environnement à destination du patient. Et on voit arriver les premiers arrêtés, d'ailleurs, fixant les obligations professionnelles à alimenter justement ce dossier en permanence pour obtenir des données de qualité. Cyril, tu voulais prendre la parole ? Rapidement, aussi. C'est vrai que le sujet nous intéresse, effectivement, mon espace santé, puisque ça va être une brique aujourd'hui essentielle dans la relation entre les professionnels et les patients, avec derrière une idée que le patient effectivement s'approprie cet espace et finalement puisse lui-même choisir un certain nombre de choses et notamment vers quel professionnel avec quel professionnel il veut partager ses données, etc. Mais si on revient sur la question de l'IA et pour faire le lien avec mon espace santé, c'est vrai que ce catalogue sera ouvert aussi aux entreprises. La France a eu aussi une politique très volontariste d'accompagnement des startups. C'est aujourd'hui plus de 600 startups qui sont dans le monde de la santé, plus de 2 milliards d'euros de levée de fonds pour ces startups. Plus encore si on intègre Doctolib, et notamment la dernière levée de fonds de Doctolib. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Modulo quand même, aujourd'hui, quand on discute avec les représentants de ces startups, les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, c'est de trouver un marché. C'est-à-dire que les établissements ne sont pas suffisamment libres dans un certain nombre de cas de pouvoir choisir, n'ont pas forcément non plus les moyens, puisque les crédits du Ségur ont été intégralement orientés vers l'alimentation de mon espace de santé, pour faire court, et que même si le président de la République a pour ambition de faire de la France le leader en Europe de ces questions à l'horizon 2030 et l'Europe leader dans le monde, ça veut dire qu'on a une place à jouer, mais que pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse avoir des usages, on en a beaucoup parlé déjà, il faut qu'on puisse avoir des usages, donc il faut qu'on puisse financer l'accompagnement d'un certain nombre d'usages, et pas simplement, il faut qu'on passe aussi la phase de l'expérimentation. C'est vrai qu'en France, on a aussi un peu le syndrome de l'expérimentation. On expérimente, puis après, on expérimente autre chose. C'est-à-dire que là, il faut qu'on expérimente, qu'on évalue, et puis qu'on y aille. Et donc, mais là, clairement, je suis désolé, vous allez penser que la FHF ne parle que d'argent, mais là aussi, si on veut qu'au-delà des levées de fonds, au-delà de l'intelligence qu'il y a dans ces startups, si on veut qu'elles trouvent un marché, qu'elles trouvent un débouché, et qu'on en fasse des fleurons internationaux, eh bien, il faut d'abord qu'on leur trouve un marché en France. Je vais donner le contre-exemple, qui est une des startups que je nommerai pas, qui avait trouvé non seulement une techno qui était hyper innovante sur la cardiologie, non seulement un modèle économique qui était hyper innovant, qui n'a pas trouvé de marché en France, qui a trouvé un marché aux États-Unis et qui a fini par être acheté par Philips, une société étrangère. Voilà. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut éviter à l'avenir. C'est-à-dire que c'est pas un problème en soi que des sociétés soient rachetées par d'autres.
C'est un problème en soi. Si tout à l'heure il y a eu un débat intéressant autour des cerveaux qui fuyaient, mais des cerveaux qui arrivaient, hein, c'est ça la mondialisation, et les entreprises c'est pareil. Pour autant, il faut quand même qu'on arrive à trouver en France des débouchés sur l'intelligence qui est faite en France. Mais il est vrai que si on prend l'exemple de la thérapie génique, quand le professeur Lebouch est parti au MIT, c'est devenu une entreprise qui s'appelle Bluebird Bio. Et en France, on n'a jamais réussi à trouver un marché pour développer la thérapie génique. Et à l'heure actuelle, la France est dans une position de suiveur sur une stratégie qu'elle avait elle-même découverte et mise en place par de la recherche française. Et on a loupé le coche pour pouvoir... il ne faudrait pas qu'on le loupe quand même avec l'intelligence artificielle et qu'on puisse arriver à faire des choses. Faire que BioSerenity devienne une gazelle ou une licorne, ce serait quand même plus valorisant que de se retrouver simplement racheté par un Américain, non? Oui, clairement. Ce qui est très intéressant aussi dans cette démarche, et en particulier dans la démarche de cluster, j'avais entendu parler de Santé Neuve, mais c'est tout le bonheur d'animer une réunion comme celle-ci, c'est aussi de découvrir tous les talents qui existent autour de cette initiative. C'est de voir qu'il y a aussi un côté protecteur et compréhensif, en particulier des exigences des entreprises qui passent la vallée de la mort dans les régions, alors qu'au niveau national, on a quand même l'impression que la vallée de la mort, ça intéresse à peu près personne quand on voit les délais d'arriver en mise sur le marché sur un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il y a aussi un avantage peut-être régional à travailler dans des clusters comme Santé Neuve pour justement bénéficier de ce soutien, de ce melting pot d'expériences et d'écosystèmes différents. Quand on est BioSerenity, par exemple, on peut s'en servir comment? Dans les 3 ans qui viennent, qu'est-ce que vous voudriez développer comme produit et avec quelle entreprise? C'est Daniel qui citait que Santé Neuve, c'était une centaine d'entreprises. Vous allez monter des partenariats avec qui? Continuer avec le CHU, bien entendu, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs avec lesquels vous allez monter d'autres partenariats? Oui, en fait, c'est tout l'intérêt en fait aussi d'avoir monté cette entité qui a un montant d'intérêt scientifique qui se veut justement ouvert à d'autres acteurs industriels du système, de l'écosystème, et que ce soit national ou régional ou national, qui souhaiteraient nous rejoindre pour rendre plus fort et renforcer nos projets, toujours dans la même idée que je vous ai citée précédemment, qui est d'apporter les briques que nous, on n'aurait pas chez BioSerenity, qui seraient essentielles pour répondre à nos problématiques de demain. Donc aujourd'hui, on est sur le GIS, on est plutôt ciblé actuellement sur 2 cœurs, 2 aires médicales qui sont vraiment aujourd'hui l'ADN de BioSerenity, qui est la neurologie, la cardiologie. Mais le GIS a des missions beaucoup plus étendues, en adéquation notamment aussi avec le programme adaptif, qui sont aussi la préservation de l'autonomie. Et là aujourd'hui, par exemple, on est sur un projet, on est en train de regarder, en fait, de voir dans l'écosystème s'il y aurait d'autres entreprises, d'autres partenaires, hein, privés ou publics, qui pourraient nous rejoindre pour répondre à des besoins qu'on n'a pas forcément encore, qui ne sont pas notre cœur de métier, ou que nous, même en tant qu'entreprise, on ne souhaite pas aller, non pas parce que le marché ne serait pas fructueux pour nous, mais parce que ce n'est pas non plus en adéquation avec les ressources et les compétences et le domaine d'expertise de la société. Donc la stratégie des alliés, c'est quand même beaucoup mieux quand on veut être plus fort et être présent et acteur sur un marché dans sa globalité. Alors on aurait pu presque inviter quelqu'un qui vient du monde des patients, une association, pour se joindre à cette table ronde, parce qu'on aurait eu là l'intégralité de l'écosystème et on aurait pu avoir justement ce transfert et ce partage de connaissances et de savoir qui peuvent permettre peut-être demain de monter des partenariats qui vont être totalement innovants. Quand on voit ce qui s'est passé, en particulier sur le développement du freestyle entre la Fédération française des diabétiques, et là on est sur de l'intelligence artificielle totalement, et puis l'entreprise qui a porté le freestyle, on s'aperçoit qu'on a fait une démarche qui est une démarche totalement novatrice, encore une fois, et en associant dans un écosystème des acteurs qui au départ n'étaient pas des acteurs
devaient travailler ensemble de manière naturelle. On était plutôt dans une relation de prestataire à client plutôt que dans une relation de co-construction de quelque chose. Donc moi je trouve que cette expérience qu'on a vécue pendant 2 jours est tout à fait extraordinaire parce qu'on est véritablement au cœur d'une sorte de réacteur. On sent qu'il y a de l'énergie, il y a de la dynamique, il y a une volonté commune. Et franchement, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner. Je me permets de le faire. Et moi, je me permets aussi de vous remercier. J'aimerais bien que tout le monde vous applaudisse. Parce que c'était...